Bonjour à tous et à toutes. Donc, ma présentation de ce matin, en fait, je vais essayer de faire ça dans les temps qui m'est alloué. Comporte peut-être quatre chapitres, quatre petits chapitres. Je vais d'abord vous parler un petit peu de la situation des polluants dans le Grand Nord. Ensuite, quelques statistiques sur la santé mentale au Nunavik. Une étude à laquelle j'ai participé avec des collègues de l'Université Laval là, sur le développement des enfants et des adolescents au Nunavik, avec, pour finir, quelques données de recherche. Donc, d'abord, je tiens à remercier donc, certains collaborateurs. Il y en a plus, là, mais les principaux qui vont apparaître dans ma présentation d'aujourd'hui sont donc d'abord quelques étudiants de mon laboratoire, Audrey-Anne, Vicky, Mélissa, Avril, des collaborateurs de l'Université Laval, Pierre Ayotte, Gina McCall et Richard Bélanger, avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant, et également des gens de l'Université de Montréal et à Détroit aux États-Unis. Donc, d'abord, les expositions aux métaux lourds dans le Grand Nord, un mot. On a ici on voit les concentrations de plomb et de mercure, en fait, en l'occurrence ici de mercure, chez les mamans à travers différents territoires inuits du Grand Nord canadien. Et ce qu'on constate, en fait, ici, donc on a le plomb et ici le mercure, par rapport à la population générale ici, on a des concentrations. Tous les Inuits, en fait, du Grand Nord sont beaucoup plus exposés que la population générale. Et les niveaux les plus élevés sont, en fait, au Nunavik. Donc, la question, c'est pourquoi? La réponse, elle est un peu paradoxale. Parce que la quasi-totalité des polluants ne sont pas créés au Nunavik ou dans l'Arctique canadien, mais viennent plutôt de l'extérieur. Et ils arrivent en fait sur les territoires inuits parce qu'ils sont transportés sur des très grandes distances par les courants océaniques et atmosphériques. Ici, on a l'exemple, en fait, des émissions de combustibles fossiles par l'industrie, les centrales au charbon. Je vous rappelle, au Canada, il n'y en a pratiquement plus, mais aux États-Unis, c'est une industrie quand même encore très active et sans parler là, de l'Asie, de la Chine, de l'Inde, qui utilisent beaucoup, en fait, leur besoin énergétique des dernières années est très grand et principalement alimenté par les centrales au charbon. Donc, ce qui arrive, c'est que le Nord, en fait, l'Arctique, pas juste au Canada, mais l'Arctique va recevoir, en fait, ces émissions-là qui contiennent plein de choses, plein de polluants, dont le mercure et également du plomb. Cet effet-là, en fait, il est mondial et ça provient de partout à travers le monde, en l'occurrence à cause de ce qu'on appelle en climatologie l'effet sauterelle. L'effet sauterelle, brièvement, ce que ça veut dire, c'est que par un jeu d'évaporation et de condensation, les polluants, même du sud, même de l'hémisphère sud, vont remonter vers l'Arctique. Donc, ça vient de toutes parts, en fait, et donc le territoire du Grand Nord est très vulnérable à ces expositions diverses. Et quand on parle du Nunavik, en l'occurrence, le problème de toutes les populations inuites du nord du Canada, le problème, c'est que les contaminants s'accumulent dans la chaîne alimentaire et qui fait partie de la diète traditionnelle des Inuits. Et quand on consomme, par exemple, des mammifères marins ou des prédateurs, ce qui se passe, c'est qu'on consomme des aliments à haute teneur, à haute concentration de polluants.
En l'occurrence, ici, on a pour le mercure qui va se rendre, en fait, ultimement dans l'assiette des Inuits avec des hautes teneurs de méthylmercure par le phénomène là, de bioaccumulation du petit au plus grand et de biomagnification. En ce qui concerne le plomb, donc ça, c'est davantage, il y a d'autres polluants là, qui s'appliquent à ce que je viens de dire, là, mais le plomb a des sources particulières au Nunavik. Donc ici, on a une représentation, c'est tiré d'un mémoire de maîtrise de l'Université Laval, d'à peu près toutes les sources potentielles de plomb. En l'occurrence, on en entend beaucoup parler dans les médias dans les dernières années. L'eau potable, ça peut être en fait différentes situations industrielles. Dans le cas du Nunavik, l'eau potable, ça ne s'applique pas parce qu'on n'a pas un réseau d'aqueducs comme on peut connaître ici dans le sud. La principale source qui a été beaucoup et qui est encore le principal facteur d'exposition au plomb, c'est les grenailles de plomb dans les munitions pour la chasse. Donc, voilà pour un mot pour les expositions. Maintenant, on passe à la santé mentale dans le Grand Nord canadien. Et quand on pense à la santé mentale, en fait, on pense surtout à la dépression et à l'anxiété, mais la santé mentale, c'est un très, très grand chapeau qui inclut plein de choses. En fait, l'OMS définit la santé mentale comme un état de bien-être qui permet de s'actualiser soi-même et de surmonter les difficultés de la vie quotidienne et d'être en harmonie avec sa communauté. Donc, c'est vraiment très, très général du fonctionnement d'une personne dans sa société. Mais avec une définition très large comme ça, ce n'est pas surprenant qu'on ait une représentation aussi diverse ici. Donc, je dis que la dépression, l'anxiété, c'est les principaux problèmes de santé mentale auxquels on peut penser, mais il y a aussi le stress, les troubles de l'humeur, les abus de substances, d'alcool, de drogue, etc. Donc, avec un cocktail pareil, il n'est pas surprenant que si on a des difficultés ou si notre santé mentale est compromise, ça peut conduire à des suicides. Donc ici, on a une figure, c'est la figure la plus récente que j'ai trouvée, qui compare les taux de suicide pour l'ensemble du Québec. Donc ici, on a une moyenne nationale qui est de l'ordre, donc on a la différence, évidemment, comme vous savez, le taux de suicide est beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Donc une moyenne d'à peu près 12 pour 100 000 habitants, mais si on regarde tout en bas de la figure, pour le Nunavik, on a une moyenne d'à peu près 120. Donc, les taux de suicide est de l'ordre d'à peu près, on a entendu beaucoup parler, ça aussi, dans les dernières années, un peu plus avant la pandémie, des vagues de suicide au Nunavik. C'est de l'ordre d'à peu près 10 fois plus élevé qu'ici au sud. Donc, c'est un gros problème. Ça aussi, c'est des statistiques récentes que j'ai trouvées avec la récente enquête de santé là, au Nunavik. Vous avez à la gauche la proportion des symptômes dépressifs mesurés avec un questionnaire qu'on appelle le CESD-10 avec un seuil de signification clinique. Donc, à partir duquel, c'est un test de dépistage, on a un score ici à partir duquel on s'inquiète de problèmes dépressifs, en l'occurrence, et d'un examen plus approfondi. Vous avez les moyennes d'âge, donc c'est des données qui proviennent du Nunavik. Donc, pour les jeunes de 16 à 30 ans jusqu'à 55 ans et plus. Et on a quelque chose, une proportion autour de 50, 45, 50% là, chez les jeunes, où, encore une fois, il y a lieu de s'inquiéter
pour des problèmes, des troubles de l'humeur. Donc, la ligne en bleu ici, c'est une étude récente là, de la moyenne nationale canadienne de la population générale là, chez les personnes de 40 ans et plus, c'est autour de 10 à 15 %. Donc, c'est beaucoup plus élevé. Encore toujours dans ce sondage de santé-là, on a pu documenter les états dépressifs avant des tentatives de suicide chez les jeunes du Nunavik. Encore une fois, particulièrement là, chez les 18-30 ans. Et qu'est-ce qu'on a? Bien, on a, en l'occurrence, des états de ressentir beaucoup de pression, de stress, d'avoir des soucis ou des problèmes avec l'ego, des problèmes de substances, de consommation de substances, d'alcool, des conflits avec les amis, avec le conjoint, donc la violence conjugale, etc. Et enfin, de se sentir fatigué, dépressif. Quand on regarde, en fait, tous ces états-là, sans grande surprise, on peut les associer de près ou de loin à de l'anxiété. Donc, l'anxiété, en fait, et là, on a des proportions là, de ces états-là, c'est dans ce cas ici, là, de 80 ou 60, de 60 en moyenne à peu près 70 %. Donc, c'est vraiment important. Donc, ça, c'est les statistiques pour le Nunavik. Si on regarde les facteurs de risque dans le Grand Nord là, pour la santé mentale, bien, vous les connaissez. En fait, on a tendance à les diviser en 3 grandes catégories, les facteurs individuels, familial, environnemental. Au Nunavik, c'est plusieurs chercheurs de l'Université Laval avec l'INSPQ, Lily Lessard à Rimouski, ont documenté en fait ces facteurs de risque-là. On sait qu'il y a un problème de logement au Nunavik. On sait qu'il y a beaucoup des problèmes divers psychosociaux. Ça contribue certainement à la santé mentale. Il n'y a aucun doute. Il y a des facteurs individuels aussi les plus connus là, sont le sexe, le genre, là, où on sait que dans la population en général, plusieurs études montrent que les femmes sont plus vulnérables à des problèmes de santé mentale. Mais avec ce que je viens de vous dire, donc les polluants, la santé mentale, on peut légitimement se poser la question si l'exposition aux contaminants environnementaux peut être un facteur de risque pour l'anxiété et les difficultés émotionnelles qu'on observe chez les jeunes du Nunavik. Et donc, j'ai eu la chance de participer ou de m'intégrer dans une grande étude longitudinale avec des gens de l'Université Laval. Donc, moi, je me suis intégré plus vers la fin à partir d'études de suivi de cette cohorte-là de 5 ans et jusqu'à 18 ans. Mais l'idée principale, c'était de documenter, en fait, chez les nouveau-nés Inuits, de mesurer une panoplie de polluants dans le centre cordon ombilical et de faire des suivis du développement général, que ce soit de santé métabolique ou de la santé cognitive. Donc, c'est une grande étude et la chercheure principale de cette étude-là est Gina Merkel, que je salue si elle est là par hasard. Donc, moi, je vais surtout vous parler là, de quelques données de recherche qu'on a collectées dans les dernières années. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'une grande force de cette étude longitudinale-là est de documenter l'exposition prénatale aux polluants, mais également postnatale. Et pourquoi c'est important de documenter l'exposition prénatale? C'est qu'on sait que le cerveau en développement est vraiment beaucoup plus sensible à des agressions toxiques, beaucoup plus vulnérable pour plein de raisons, là, à cause essentiellement de l'immaturité du fœtus ou du jeune enfant. Ça va affecter un paquet de processus cellulaires dans le cerveau. Et beaucoup d'études ont associé l'exposition prénatale à des
des troubles neurodéveloppementaux. Et c'est une étude ou c'est une approche là, qui s'inscrit dans un courant qui est de plus en plus fort dans le domaine d'épidémiologie environnementale qu'on appelle l'origine développementale de la santé et des maladies. Donc, voici quelques données de recherche qu'on a acquises là, au fil des 10, 15, 20 dernières années. Donc, ici, c'est une étude chez les enfants de 5 ans. On avait, en fait, la question de recherche à l'époque, c'était de mesurer la motricité fine en lien avec les contaminants. Et il n'y avait pas, c'était des associations relativement subtiles qu'on avait trouvées, essentiellement une association avec le plomb qui était associé, le plomb est associé avec des légers tremblements. Mais ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a enregistré toute l'évaluation, la procédure d'évaluation, puis on a quantifié ensuite certaines mesures qu'on peut rentrer dans la grande famille là, de la santé affective ou santé mentale, qu'on a ici l'impulsivité, l'irritabilité, inattention. On a codé avec Pierrick Puskolek là, ces comportements-là et ça, c'est publié. Tous les résultats essentiellement sont publiés. Et on a montré que le plomb, en fait, était beaucoup plus associé à ces variables affectives-là qu'à la fonction motrice. Donc, c'était une des premières indications, en fait, qu'il y avait peut-être quelque chose avec des fonctions affectives à l'époque. Dans une autre étude, là maintenant, c'est chez les enfants de l'étude de suivi à 11 ans, on a montré aussi des associations entre l'exposition prénatale essentiellement, un peu postnatale, mais au plomb et au mercure. Donc, en fait, ça, c'est des modèles de régression multiple en contrôlant pour un paquet de facteurs de confusion potentiels. Et vous avez ici pour la première ligne, là, pour le mercure, ça, c'est différents modèles d'ajustement. Ce n'est pas vraiment important, mais il n'y avait pas d'association avec les BPC, qui est un autre contaminant qu'on retrouve beaucoup au Nunavik, mais c'était essentiellement avec le mercure et le plomb nataux. Là, je vous parle de quotient intellectuel. Donc, pourquoi le quotient intellectuel? C'est quand même important parce qu'on sait que la cognition n'est pas complètement indépendante là, des émotions et ça donne quand même une indication que les métaux lourds affectent le fonctionnement du cerveau. On a montré aussi des altérations pour ça, c'est une tâche en fait pour mesurer spécifiquement différents types d'attention. C'est une tâche go-no-go, donc qui nous permet aussi de mesurer non seulement l'attention, mais on peut mesurer la vigilance, les temps de réaction et l'impulsivité également. Et dans cette étude-là, les principaux contaminants qui étaient associés avec le temps de réaction et l'impulsivité étaient le plomb, encore une fois. Pas les autres contaminants. Et le plomb postnatal ou le plomb actuel chez les enfants de 10 ans pour le temps de réaction et pour l'impulsivité, c'était le plomb prénatal. Donc, je regarde un peu le temps. Voilà. Ça, c'est une autre étude, en fait, encore dans l'étude de suivi chez les enfants de 11 ans. On a demandé aux professeurs et aux parents de remplir des questionnaires. Ici, donc en l'occurrence, le Disruptive Behavior Disorders Rating Scale, pour évaluer en fait des comportements ou des symptômes qu'on pourrait qualifier qui font partie de troubles d'attention avec ou sans hyperactivité. Et on a les résultats ici. Donc, on a ici en haut l'exposition prénatale au mercure. Et ça, c'était associé avec donc le volet d'attention des troubles
d'attention, en fait, ADHD type, là. En ce qui concerne l'exposition au plomb, on avait, encore une fois, c'est cohérent avec les données que je vous ai présentées juste avant. Le volet d'impulsivité, d'hyperactivité était davantage associé avec les concentrations de plomb postnatales. Donc, on a, en fait, avec ces études-là, certaines indications là, qu'il y a des fonctions cognitives, mais aussi affectives, et dans les fonctions affectives qui pourraient affecter la santé mentale. Donc, je vous reviens avec l'anxiété. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Et ça, c'est un peu le cadre conceptuel là, d'une étudiante, Vicky Lamoureux, qui s'est intéressée spécifiquement à l'anxiété chez les jeunes Inuits. Et donc, on a l'exposition, on a l'exposition à des polluants que l'on pense associés à des troubles intériorisés, que c'est l'anxiété et la dépression principalement. On a les facteurs un petit peu de risque dont je vous ai présenté tout à l'heure. Et on pense aussi qu'il peut y avoir une médiation par certaines structures spécifiques dans le cerveau, là, impliquées dans la peur et dans l'anxiété. Donc, ça, c'est le framework ou le cadre conceptuel des données que je vais vous présenter pour la dernière partie de ma présentation. Donc, on revient à l'étude NCDS et donc, je vous ai présenté quelques données du follow-up à 5 ans, à 11 ans. Et à 18 ans, en fait, on a revu, donc au Nord, 212 adolescents, adolescentes en moyenne âgés à la fin de l'adolescence, de 18 ans. Et il y a un sous-groupe de cette étude-là pour qui on a fait des examens supplémentaires à Montréal avec l'imagerie par résonance magnétique. Donc, ça impliquait un peu de logistique. On avait une équipe de recherche pilotée par Gina Merkel sur place au Nunavik et on envoyait des jeunes avec leur maman à Montréal pour un séjour de 3 jours pour faire des examens approfondis là, avec des questionnaires d'anxiété puis aussi des mesures cérébrales. Donc, je vais passer là-dessus, ce n'est pas important. On a pris, évidemment, lorsqu'on peut prendre des photos du cerveau en tant que tel, on peut prendre différentes mesures là, anatomiques, fonctionnelles, etc. Je vais vous parler seulement d'une étude d'imagerie fonctionnelle aujourd'hui. Donc, ça, c'est des résultats qui ont été publiés l'année passée sur les facteurs de risque associés à l'anxiété et chez nos jeunes du Nunavik. On a utilisé 2 questionnaires standardisés qui s'appellent le SCARE et le STAI. Le SCARE, en fait, c'est un petit peu un dépistage selon les troubles qui sont définis dans le DSM. Donc, on a différents types d'anxiété qui incluent aussi des phobies, le syndrome de stress post-traumatique, l'anxiété de séparation, l'anxiété généralisée. Et en fait, et dans le STAI, c'est un petit peu plus la même chose, mais moins détaillé. Et un des résultats assez éloquents, c'est que la majorité, en fait, ou enfin 50 53 pour le SCARE, dépassait le seuil clinique où on commence à s'inquiéter sur un réel problème d'anxiété qui doit être pris en charge. Donc, le seuil clinique, là, c'est 25 à ce questionnaire-là pour le SCARE, puis 37 pour le STAI. Et puis dans la majorité, en général, dans la population générale, c'est en bas du seuil clinique. Là.
Donc ça, c'était une première indication que l'anxiété était plus élevée au Nunavik. Et ensuite, on voulait faire un modèle de régression multiple pour prédire cette anxiété-là avec les facteurs qu'on avait à notre disposition, là, qui sont souvent ceux qu'on retrouve, donc des facteurs plus individuels comme le sexe, l'âge, le QI, consommation de substances, le bullying, des facteurs plus dans l'environnement familial et pour répondre à notre question de recherche, des expositions à divers contaminants, mais je vais m'attarder au mercure et au plomb aujourd'hui. On a aussi considéré dans les modèles là, des facteurs de protection contre l'anxiété, donc les nutriments qu'on retrouve dans le poisson et les vitamines. L'article est publié, donc si vous voulez les détails, ça va me faire plaisir. C'est disponible ou contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous le donner. Il y a plusieurs modèles de régression hiérarchique avec des corrections. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ce résultat-là que j'ai essayé de représenter le plus simplement possible sans vous donner trop de chiffres. Ça, c'est le poids dans les modèles le poids de chaque prédicteur dans un modèle de régression multiple. Et le poids le plus fort qui prédit l'anxiété chez les adolescents et les adolescentes, c'est le sexe. Donc, le sexe ou le genre qu'on n'a pas bien mesuré, là, mais c'est qu'ils viennent souvent ensemble. Donc, quand on est une adolescente, une femme, on a beaucoup plus de risques à développer de l'anxiété, ce qui est cohérent avec la littérature scientifique. Donc, ça, c'est un facteur, si vous voulez, plus ou moins modifiable, hein, individuel. Le premier facteur, en fait, modifiable dans les autres qu'on a examinés, qui sort, c'est l'exposition au mercure, l'exposition actuelle au mercure, qui a un poids beaucoup plus grand que l'insécurité alimentaire, qu'on sait très bien que ça a un impact sur la santé mentale, le crowding, le surpeuplement ou je ne sais pas trop comment le traduire, là, le nombre excessif d'habitants dans chaque maison. On sait que le logement est un problème au Nunavik, le bullying en bas âge et certains nutriments et en dernier, le quotient intellectuel. Donc, ça va un peu dans le sens de notre hypothèse que l'exposition, en tout cas ici, dans le mercure, pas pour le plomb, c'est seulement le mercure qui est sorti, c'est un facteur de risque qu'il faut peut-être considérer à la même hauteur que les autres. J'en ai encore pour peut-être 5 minutes. Donc, je pense que je suis dans les temps. Je continue. Donc, suite à ces résultats-là, on s'est intéressé à comment, en fait, pour comprendre, en fait, les bases cérébrales qui pourraient être responsables de ces troubles ou, enfin, de ces difficultés de l'anxiété qu'on a observées chez les jeunes. On a utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Et on a utilisé une tâche qu'on avait développée, en fait, principalement Françoise Maheu à l'Université de Montréal à Sainte-Justine pour quantifier ou évaluer le circuit de la peur responsable d'anxiété avec l'imagerie cérébrale. Donc, ça, c'est une étude précédente faite par Mélissa Chaurin chez des jeunes anxieux de la population générale. Donc, je vais juste vous présenter brièvement, très brièvement, le paradigme là, pour qu'on puisse comprendre les résultats. Donc, c'est une tâche de conditionnement et d'extinction de la peur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on présente des photos, des images de visage neutres et on crée un conditionnement. Donc, une des photos est associée à un bruit de peur très fort. Donc, en fait, et à une expression faciale également de peur. Donc, si vous voulez, vous allez apprendre à avoir peur de cette image plutôt que de l'autre qui reste neutre. Donc, la réponse de peur, qu'elle soit subjective
avec des questionnaires ou qu'elle soit cérébrale en mesurant l'activité de votre cerveau va augmenter pour cette image-là. Et l'autre est neutre, je l'ai dit. Et après un certain temps, ce qu'on fait, c'est qu'on va déconditionner. Donc, c'est une tâche qui dure à peu près 20 minutes. Hein. Donc, dans le dernier bloc, c'est qu'on va présenter en fait l'image qui était initialement associée à la peur, mais elle est présentée d'une façon, en fait, à un moment donné, on perd l'association, donc on n'a plus peur, on n'a plus de réaction de la peur du visage qui avait été préalablement conditionné. Donc, c'est relativement simple, c'est un conditionnement classique, mais qu'on fait avec des expressions faciales. Donc, donc ça ici, vous avez essentiellement, c'est assez simplifié, là, mais pour les besoins de la cause, c'est correct, le circuit de la peur. Donc, vous avez des régions importantes du cortex frontal qui interagissent avec des régions importantes du système limbique, en l'occurrence l'amygdale qui est impliquée dans les émotions fortes, en particulier la peur. Donc, vous avez un stimulus qui fait peur, une activation de l'amygdale. Et qu'est-ce qui va se produire chez les personnes en bonne santé? C'est que les régions ici frontales vont en fait permettre de désactiver ou de diminuer la réaction de peur là, pour calmer l'activité de l'amygdale, en l'occurrence pour un stimulus là, qui a été qui ne devrait pas normalement être associé à une réaction primitive là, de peur. Donc, chez les personnes souffrant d'un trouble d'anxiété, ce qui se passe, c'est que cette rétroaction ou cet effet descendant des régions frontales sur les structures limbiques ne fonctionne pas très bien. Donc, ce qui va créer où l'amygdale ou le système limbique va rester un peu activé, même si il n'y a pas raison, on n'est pas dans une situation qui devrait solliciter là, une hyperactivation de l'amygdale. Donc, c'est ce que je viens de dire. Et dans les personnes à risque, on a montré qu'en fait, on peut avoir une suractivation des structures frontales pour compenser, en fait, les réactions de peur irrationnelles. Donc, ça, c'est une étude de mélissage sur la population générale. On a fait la même chose avec nos adolescents Inuits. Et qu'est-ce qu'on a montré? Bon, je vais passer vite, j'ai 2 diapos. Ça, c'est un tableau descriptif là, de notre échantillon. Et on les a divisés, en fait, on en avait au total à peu près 70. On les a divisés en 3 groupes. Fortement exposés, moyennement exposés, grandement exposés, que ce soit pour plusieurs contaminants. Et qu'est-ce qu'on trouve? En fait, c'est essentiellement des résultats avec le mercure et le plomb, encore une fois. Bon, je m'excuse, là, c'est des diapos prises d'ailleurs en anglais, mais portez attention seulement au graphique à gauche. Et le premier groupe, le premier tertile d'exposition, donc les moins exposés au Nunavik, ça correspond grosso modo au taux d'exposition de la population générale. Donc, c'est comme notre groupe de référence. Donc, vous avez en fait ici le contraste entre l'image qui est associée, qui a été conditionnée, et l'image neutre, sécuritaire. Et en fait, plus on est exposé, ici c'est les 3 groupes, low, medium, high, et plus on est exposé, plus cette diminution-là, cette activation-là des régions frontales diminue. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose parce que ça ne vient pas freiner en fait l'activation du système limbique. Et là, ça, c'est dans nos seuls résultats significatifs, c'est dans la période d'extinction, qui normalement, les personnes peu exposées ou les personnes sans problème d'anxiété ne réagissent aucunement en termes de réaction de peur à l'image parce qu'elle a été déconditionnée.
Donc, ça, c'est à gauche et à droite, là, dans le cortex cingulaire antérieur, un petit peu plus dorsal. Donc, ça, c'est l'exposition au mercure, mais prénatale. On n'a rien trouvé pour l'exposition actuelle postnatale. L'autre résultat intéressant, c'est la même chose, mais pour le plomb actuel. Bon, pour l'exposition du plomb actuel, donc notre groupe de référence est ici. Donc, on est toujours dans la phase d'extinction et on a trouvé une hyperactivation là, de la région dorsolatérale du cortex préfrontal. Donc, on pense que cette hyperactivation chez les hautement exposés est nécessaire pour compenser, pour davantage, c'est un besoin pour freiner l'activation du système limbique. Donc, ça, c'est, disons, des corrélats neurophysiologiques pour appuyer nos résultats par questionnaire comportemental et mieux comprendre, en fait, les origines ou comment les expositions peuvent affecter quelle structure dans le cerveau. En 2 minutes, je vais terminer avec une autre étudiante. C'est des résultats très, très, très préliminaires. Ça n'a pas été publié. Avril est au doctorat en neuropsychologie sous ma supervision. Et elle s'est intéressée à des comportements à risque. Parce qu'on sait qu'ils sont élevés au Nunavik, surtout chez les jeunes, encore une fois, la tranche d'âge de 15 à 30 ans. En termes de qu'est-ce qu'on entend par comportement à risque, on entend par abus de substances, la violence aussi, des jeux d'argent, etc. Donc, essentiellement, plusieurs de ces comportements-là, sont explicables par une plus grande propension à la recherche et la sensation forte là, pour la sensibilité à la récompense et une moindre sensibilité aux risques associés. Donc, on est plus enclin à des actions risquées, si vous voulez. Et ça aussi, ça peut avoir des impacts importants là, sur la santé mentale. On sait par ailleurs, par des études expérimentales, que les métaux lourds, en particulier le mercure, vient affecter le système dopaminergique qui est impliqué là, dans le système émotif, mais aussi dans le circuit de la récompense qui est responsable des comportements à risque. Donc, Avril, je vais passer les détails de cette méthodologique de la tâche, mais avec il existe diverses tâches qui nous permettent de mesurer, en fait, notre propension au risque, donc en évitant les pertes et en optimisant les gains. On peut tester ça avec des tâches. Ici, il y a certains stimuli visuels qui sont associés à des gains d'argent et d'autres à des pertes. Et il faut répondre correctement à l'un et à l'autre pour optimiser le gain total. Donc, je passe les détails de ça et je vais juste vous dire que donc on a plein de variables qu'on peut mesurer dans une tâche pareille. Ce qu'on retrouve le plus, c'est l'exposition, encore une fois, actuelle au plomb qui est associée à des différentes variables là, d'un excès ou d'un problème du circuit ou de la récompense. Beaucoup moins pour le mercure. On n'a pas grand-chose, on a des tendances, mais c'est davantage le plomb actuel. Et dans le cerveau, on sait quelle structure est responsable de ça, en particulier là, le noyau accumbens. Et avec notre examen d'imagerie cérébrale, on peut mesurer ces structures-là. Et dans le noyau accumbens, je passe les détails pour les autres structures. Je pourrais répondre à la période de questions si ça vous intéresse. Mais c'est essentiellement le plomb postnatal qui est associé à une diminution des noyaux accumbens, donc qui peut avoir un impact là, sur la régulation du circuit de la récompense et ensuite sur la santé mentale. Donc, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai dépassé mon temps et je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette excellente présentation, Dr. Sintamour. Elle nous a donné beaucoup de matière à réflexion. Je vais ouvrir le micro pour Mona Bello,
qui a une question. Puis avant ça, est-ce qu'il y a une composante génétique pour l'entreposage ou pour l'accumulation de ces métaux lourds chez les Inuits ou c'est le même que la population du Sud? Oui, c'est une excellente question. Je ne pense pas d'avoir tous les outils pour y répondre, là, parce que c'est peut-être davantage en termes de pharmacokinétique sur comment les substances sont éliminées ou pas, ou accumulées ou pas, mais essentiellement, à ma connaissance, c'est davantage environnemental que génétique. Hein. Les concentrations plus élevées au Nunavik viennent essentiellement d'une concentration plus élevée dans l'environnement. Ce n'est pas tant plus une absorption ou une physiologie individuelle de génétique. Ma prédiction, que j'ai pas, que ma spéculation serait que si on prend des individus inuits qui sont élevés dans le sud du Québec, ils vont avoir à peu près les mêmes concentrations que les autres personnes. C'est parfait. Mona, est-ce que tu veux poser ta question? Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question par rapport à l'acronyme SES dans les prédicteurs. J'aurais aimé ça savoir ça signifie quoi. Merci. Absolument, je m'excuse, c'est de ma faute. C'est du jargon scientifique qui veut dire le statut socio-économique en anglais. Donc, je m'excuse, qui est un facteur, évidemment, dans les conditions défavorables sont bien connues pour affecter la santé mentale et c'est malheureusement beaucoup le cas pour le Nunavik. D'accord, merci. Merci. Puis, Mario Brisson a une question? Oui, j'aurais une question. Est-ce que vous m'entendez? Absolument. Alors, écoutez, je sors un petit peu du cadre. Moi, je suis originaire du Saguenay. Il y a des déterminants génétiques pour l'esprit d'exploration, la témérité, qui ont été identifiés comme un effet fondateur au Saguenay-Lac-Saint-Jean, très clairement. Et je me demandais si ça ne pouvait pas jouer chez les Inuits par un processus de sélection naturelle, étant donné les conditions dans lesquelles ils vivent, que des gens qui ont une propension à prendre des risques soient présents en proportion plus importante. Pouvez-vous commenter ça? Oui, c'est une bonne question. Oui, j'avais vu passer ça, cette caractéristique parmi d'autres au Saguenay. C'est sûr que quand on est, si on remonte il n'y a pas si longtemps, dans le mode traditionnel de vie des Inuits, c'était davantage du côté de la survie où des risques sont inhérents, là. Puis que nous, Blancs du Sud, avec un mode de vie complètement différent, on peut l'interpréter comme des comportements à risque anormaux, alors qu'effectivement, c'est une pression de l'environnement adaptative pour des individus qui dépendent de la pêche et de la chasse. Donc, je le conçois absolument très bien. Je pense que c'est un bon point. De moi, ce que j'ai observé, c'est malheureusement les comportements à risque. C'est peut-être dans mes œillères, là, encore une fois, de neuropsychologue ou à partir des tests standards qu'on a, mais les comportements à risque que nous, on observe, qu'on examine, c'est des comportements à risque davantage, à mon avis, associés à des conditions relativement récentes, là,
inhérentes au changement drastique du mode de vie, à des habitations. Tous les facteurs de risque de santé mentale viennent jouer aussi là-dedans des comportements à risque. L'abus d'alcool, l'abus de substances y est pour beaucoup, autant comme la cause que l'effet à deux sens. Hein, ça peut, et c'est souvent ça qu'on voit. Les accidents, par exemple, les comportements à risque que moi j'ai vus, c'est des accidents de motoneige avec des vitesses excessives, des consommations excessives d'alcool, ce genre de comportement-là ou des comportements violents qui, je ne pense pas que pour les raisons pour lesquelles vous évoquez là, tout à l'heure, que c'est une pression qui était de l'environnement traditionnel, de sélection naturelle. Là, c'est quelque chose d'autre. Mais j'aimerais ajouter un petit commentaire, si c'est possible. Allez-y. Un bel exemple là, de cet esprit d'aventure peut être constaté régulièrement au nord le printemps, où les jeunes s'amusent sur les glaçons là, qui se détachent au risque d'être emportés au large d'ailleurs. Et des gens qui ont été témoins de ça m'ont raconté que les mamans étaient là juste à côté là, et qu'au contraire, ils encourageaient. Puis on peut comprendre que dans un environnement comme ça, l'habileté à se déplacer sur les glaçons et tout pourrait être un avantage. Pour éliminer ce genre de choses-là, pour contrôler l'effet d'éléments génétiques, est-ce qu'il ne faudrait pas comparer à un groupe témoin ailleurs plutôt qu'un groupe témoin dans la population? Oui, absolument. Bien, ça, c'est une bonne question qui pourrait s'appliquer partout, puis je me fais toujours poser pour mieux comprendre c'est quoi le groupe contrôle. La grande difficulté de trouver une population contrôle, c'est les particularités uniques au Nunavik. C'est difficile, même quand on prend un groupe contrôle non exposé, par exemple, ou sans comportement à risque, bien, ils sont dans des environnements complètement différents. Ils ont même des déterminants génétiques différents. Donc, il faut garder la génétique au nord. Puis dans le nord, où il y a en général, malheureusement, il y a plus de polluants, il y a plus de problèmes, tout simplement dû à des milieux beaucoup plus défavorisés que le sud. Donc, c'est très difficile. Mais vous avez raison que ce serait une solution pour nous aider à mieux comprendre l'origine de ce qu'on observe. Ouais. Une autre façon, puis je termine là-dessus, je m'excuse. Si ma mémoire est bonne au Saguenay, il y avait une signature génétique, un SNP. Ça serait une façon peut-être de vérifier si ces marqueurs-là génétiques existent au nord. Oui, absolument. On a probablement encore des échantillons biologiques. J'ai des collaborateurs à l'Université Laval qui s'intéressent, ce n'est pas du tout ma tasse de thé, mais je pense qu'ils ont regardé certains polymorphismes en lien davantage avec l'abus de substances, consommation d'alcool, comment les contaminants pourraient affecter certains gènes critiques sur le développement des enfants. Mais ce que vous dites, si ce SNP-là est bien identifié, ce serait intéressant de voir si on le retrouve et surtout s'il est, comment il se comporte là, dans cette population-là. Je retiens l'idée. Merci beaucoup, très intéressant. Merci à vous. Maintenant, on a une question de Dominique Ponton. Bonjour, monsieur. Merci pour votre présentation. Je suis chercheur à l'Université de Montréal, plus en écotoxicologie. Je connais bien l'exposition au mercure, aussi celle du plomb, mais je me demandais, dans le cas du Nunavik, d'où vient l'exposition au plomb? Est-ce que c'est dans la vieille peinture? Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que vous avez une idée? Oui. Donc, effectivement, c'est dans la vieille peinture, il y en a, c'est une source, mais elle est assez minimale. Donc, il y a plusieurs sources, là, comme vous savez, là, dans les poussières de maison, il y a certains objets électroniques domestiques qui
ils n'en contiennent pas beaucoup, mais ils en contiennent un peu. Si vous avez plusieurs, donc je le répète, une surpopulation dans une maison et donc, une surpopulation nécessairement à des espaces petits avec plein de choses. Il peut y avoir des poussières avec du plomb. Ça, on le sait. Puis la ventilation au Nunavik, hein, c'est certainement pas là qu'on va avoir les règles de l'art de la ventilation pour plein de raisons là, économiques, mais aussi environnementales. Donc, il y a cette source-là, mais ce n'est pas la principale, c'est minime. Tout ce qui est pour les sources de l'eau, ça ne s'applique pas non plus parce qu'il n'y a pas de service d'aquaduc. C'est de l'eau qui est dans des bidons transportés dans des réservoirs. Donc, ce n'est pas vraiment la source. Et ce qu'on a mesuré, en fait, on a documenté, puis il y a des chercheurs à l'Université Laval et à l'UQAM à partir d'isotopes de plomb, etc., c'est qu'on retrouve, en fait, la source principale vient des grenailles de plomb dans les munitions pour la chasse. Et évidemment, c'est un mode de vie traditionnel. Hein? Donc, il y a des familles, surtout les familles pauvres, vont manger beaucoup de poissons puis beaucoup de gibier à tous les jours. Et oublier 2-3 grenailles de plomb dans une perdrix qu'on mange une fois de temps en temps, ce n'est pas très grave, mais si on en mange ces 2-3 grenailles de plomb oubliées dans la perdrix, si on en mange à tous les jours, ça peut être grave. Donc, c'est la principale raison. On sait, et au Canada, il y a des législations, c'est maintenant interdit pas pour tous les animaux, mais d'utiliser des grenailles de plomb, mais c'est encore utilisé au Nunavik. Illégalement, parce qu'il y a quand même des avis de santé publique de ne pas utiliser ça, mais si on utilise l'équivalent avec des grenailles d'acier, par exemple, ou d'autres métaux, peut-être moins toxiques pour l'environnement puis pour l'humain, bien, c'est plus cher. Et évidemment, on est dans des conditions où, de pauvreté, et donc il y a cette motivation-là économique. J'ai parlé avec des chasseurs, il y a une motivation même de l'ordre de la croyance. Ils sont habitués à chasser avec des balles à plomb et ils trouvent que ça tue mieux que des balles en acier. Donc, mais c'est la principale source. Merci beaucoup. Maintenant, Gina Muckle. Oui, bonjour Dave. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté cette invitation. Puis, merci beaucoup pour ta présentation. Moi, je trouve que, j'ai envie d'émettre un commentaire, je trouve que ce que tu présentes démontre clairement que le plomb et le mercure sont des facteurs de risque au développement et au comportement de l'enfant qui perdurent dans le temps. Puis la raison pour laquelle j'en viens vraiment à cette conclusion, c'est parce que dans cette étude, les associations délétères ou néfastes sont observées à plusieurs moments dans le développement humain, puis aussi avec plusieurs méthodes de mesure différentes du développement et du comportement. Qu'il s'agisse d'évaluation directe avec des tests neuropsy classiques, l'évaluation des professeurs, des évaluations à l'aide d'ordinateurs, l'imagerie, l'IRM fonctionnel. Toutes ces méthodes de mesure différentes pointent vers des effets délétères de ces contaminants-là. Donc, je trouve que ton apport en neuropsy, puis avec l'IRM, est vraiment significatif, puis nous fait sortir des critiques auxquelles on est parfois exposé, c'est-à-dire que même si ce sont des études longitudinales qu'on fait, ce sont des études corrélationnelles, puis on ne peut pas parler de causalité. Mais quand les mêmes associations se répètent à différents moments dans le développement avec différentes méthodes de mesure des outcomes, je pense qu'on est assez confiant des effets que l'on observe. Absolument. Bien, salut Gina, je suis très content que tu sois là.
Et merci de ton commentaire. C'est effectivement parce que là, j'ai pas l'habitude de donner des conférences de 30 ou 45 minutes, mais c'est exactement, puis tu l'as fait plusieurs fois depuis que je te connais, le mot de la fin que j'aurais aimé dire. Mais il est déjà dit, donc je te remercie beaucoup, Gina. Maintenant, France Desjardins a une question. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Absolument. Oui, moi, d'abord, merci pour la présentation qui est excellente, là. Moi, je suis nouvellement médecin en santé environnementale au Nunavik, puis je m'intéresse aussi à la pleine conscience et je fais des liens avec ce que vous avez dit au niveau du cerveau et des effets positifs qu'on voit sur la pleine conscience au niveau de la neuroplastie, puis la modulation de l'amygdale et du cortex. Est-ce qu'il y a déjà eu des expériences dans ce sens-là? Puis ça serait quoi votre opinion? Mm-hmm. Oui, c'est intéressant. Merci pour la question. Malheureusement, en fait, nous, on n'a pas fait Il y a certainement beaucoup de place à faire des interventions, hein. Donc, la plupart de mes études, c'est déjà assez de travail comme ça parce que c'est compliqué travailler au nord et surtout si on veut travailler au sud avec des gens du nord. On se contente, ou enfin, de documenter des effets délétères là, de certains polluants pour convaincre les décideurs et la population, les communautés, que ça peut être un problème important qu'il ne faut pas négliger. Une fois que cela est démontré et dit, effectivement, il ne faut pas laisser ça comme ça dans l'air. Il faut essayer d'intervenir. Donc, Gina le fait beaucoup avec la santé publique, des messages à la radio, pour la transmission, le transfert des connaissances et certains poissons qu'il faut manger, d'autres qu'il ne faut pas manger. Mais on peut aller plus loin que ça. Des interventions comme la pleine conscience, pourquoi pas? Je dois avouer que je trouve ça très original parce que c'est relativement récent, même dans la population générale, mais c'est indéniable, ça a des effets positifs. Il y a plein d'études chez les élèves, chez les jeunes vulnérables, chez les, chez les gens avec des problèmes anxieux. Moi, je pense, mon opinion personnelle, c'est clairement positif. Ça ne peut pas nuire certainement dans la population du Nunavik, tout comme des activités sportives, hein. Il y a des initiatives dans certains villages. En l'occurrence, au hockey, il y a eu le développement des arénas avec l'intervention de certains joueurs de la Ligue nationale, justement, qui donnait un boost. Et ça, c'est très bon pour la santé mentale, ça, pour le sport, on le sait depuis longtemps. Mais des interventions, mais ce n'est pas nécessairement donné à tout le monde. Des interventions qui peuvent se faire facilement avec la pleine conscience. Pourquoi pas? Les effets sur le cerveau, je dois avouer qu'actuellement, dans l'état de la connaissance pour la pleine conscience, il n'y a aucun doute, c'est bénéfique comportementalement. Est-ce que vraiment ça vient changer jusqu'au fonctionnement du cerveau, tout ça? Les quelques études que moi j'ai vues n'étaient pas assez concluantes ou faites sur des petits échantillons. Ça, je ne peux pas commenter là-dessus, mais je salue votre volonté le défi aussi d'intégrer ce genre d'intervention-là, même si c'est plus facile que d'autres, parmi tous les défis que cette communauté-là peut avoir. Mais je pense que pour des problèmes d'anxiété, ça peut certainement aider comme d'autres types d'interventions quand on parle du sport, qui est probablement la plus connue, là, en tout cas au Nunavik. Merci pour votre commentaire. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.